Tant que ça se lance. Allez, c'est tout bon. Eh ben, bonjour tout le monde. Bienvenue pour ce nouveau Midi Formation. Comme vous voyez, le sujet, ça va être l'ingénierie des exigences, présenté par Sophie, qui va nous faire tout un topo sur ce sujet-là. Je te laisse la parole. Super, merci beaucoup Florian. Bonjour tout le monde, bienvenue donc sur le Midi Formation Ingénierie des exigences. En fait, vous en faites sans le savoir. Donc déjà, c'est quand même une bonne nouvelle. Vous en faites sans le savoir parce que l'ingénierie des exigences, c'est ce petit nom un petit peu barbare. Donc de temps en temps, je l'appellerai IE, parce que ingénierie des exigences, c'est difficile et long à dire. En fait, cette pratique, c'est un upgrade de l'analyse fonctionnelle. Donc, comme la plupart d'entre vous connaissez l'analyse fonctionnelle, ça va être déjà beaucoup plus simple à appréhender. Donc, c'est un upgrade. Et le principal changement entre l'analyse fonctionnelle et l'ingénierie des exigences, c'est qu'on va gérer sous mode produit. On va moins gérer en mode projet, c'est-à-dire faire une spec, développer, réaliser le contenu de la spec et livrer. Donc ça, c'est en mode cycle en V. Là, on va vraiment faire de la gestion de produits où on va également donc faire de l'analyse fonctionnelle, mais aussi de l'analyse d'impact sur le produit. On va vraiment gérer finalement nos spécifications en mode produit et plus en mode projet. C'est vraiment la grosse différence qu'il y a entre l'analyse fonctionnelle et l'ingénierie des exigences. Donc, vous en faites sans le savoir et on va beaucoup travailler sur le côté gestion de produit. Le schéma que maintenant vous connaissez tous très bien puisque je l'ai déjà présenté lors du Midi Formation Agile, c'est le côté, l'importance finalement de bien développer nos exigences, de bien travailler au démarrage sur ces exigences. Parce qu'une fois que c'est en prod, eh ben, le coût de l'erreur est vraiment très très lourd. J'aime bien ce petit exemple de mousse au chocolat. Si on oublie lors de la mousse au chocolat de faire monter nos blancs en neige, au niveau de la prod, ça va vraiment pas être bon et vos invités ne seront pas ravis. Voilà, donc voilà, il y a vraiment au fur et à mesure du temps, si l'exigence, on réalise pendant le test que c'est pas bon, on a déjà le temps de refaire notre mousse au chocolat avant de la livrer. Donc effectivement, on est obligé de racheter des œufs, mais au moins les invités seront contents. Donc voilà, c'est à peu près le petit exemple, d'où l'importance de mettre en place l'ingénierie des exigences. Dans ces activités, donc l'ingénierie des exigences, il y a deux activités. Le premier, c'est le développer les exigences et le deuxième, c'est le gérer les exigences. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un upgrade de l'analyse fonctionnelle. Donc, finalement, développer les exigences reviendrait finalement à dire que c'est l'analyse fonctionnelle. Et après, gérer les exigences, ça revient à dire comment est-ce qu'on va gérer l'aspect au fur et à mesure de l'évolution du produit. Je vais quand même parler des sous-activités de développer les exigences. Donc, il y a l'élucidation des exigences. Ils aiment bien les mots assez pompeux. Spécification des exigences, ça, vous connaissez, et vérification et validation des exigences, on va en parler. Alors, j'ai dit le mot exigence à peu près 52 fois, mais au fait, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a la jolie petite définition I3E 610-12. Et puis, une autre définition un peu plus light. L'exigence, c'est un contrat entre un fournisseur et son client. Et ça doit décrire sous la forme d'une action, doit être décrite sous la forme d'une action. Elle précise ce que l'on veut faire. Voilà, donc en fait, l'exigence, c'est ça. Élucidation des exigences. Donc, on a le domaine du problème, le domaine de la solution. On a une demande qui émane des utilisateurs finaux. Ils ont des demandes, des besoins ou des problèmes. Et à partir de ces demandes, besoins, problèmes, on va réfléchir à quels sont ces réels besoins qui se cachent derrière. Donc on part d'un problème et là on va en sortir les besoins à partir d'ateliers de recueil des besoins. À partir de cette liste de besoins qu'on a bien définie avec
les utilisateurs finaux. Donc en général, ça c'est ce qu'on pouvait appeler avant le business analyst, qui faisait ces ateliers de recueil de besoins. À partir de ces besoins, on va pouvoir faire des ateliers d'analyse des processus. Et quels sont les processus actuels du métier? Donc, c'est vrai que quand on est dans le web, on a du mal à appréhender tous ces processus. Chez ProWeb, entre guillemets, pour mieux comprendre, on a aussi du back-office. Et donc, il y a vraiment un process métier entre le CSE, entre les personnes qui vont écrire les offres. Voilà, il y a vraiment quand même une expérience métier derrière et savoir qui fait quoi à quel moment. Voilà, ça, c'est vraiment le processus métier. Et quand on a des besoins, qu'est-ce qu'on va modifier dans ces processus métiers? Donc, on va en sortir les exigences métiers. Qu'est-ce qui va changer dans le quotidien des métiers qui vont utiliser la solution? À partir de ces exigences métiers, on va travailler sur des ateliers d'analyse, d'élucidation. Et là, on passe du côté de la solution. Donc, la solution, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va proposer techniquement aux utilisateurs finaux pour répondre aux exigences métiers, pour répondre aux besoins et finalement répondre aux problèmes des utilisateurs finaux. Donc, ça, c'est primordial. Et on le faisait très très bien en cycle en V et malheureusement, j'avoue que en agile, c'est un peu plus confus et souvent les utilisateurs finaux veulent le bouton pour faire ça, alors qu'on ne sait pas quel est leur réel besoin et si ça se trouve, c'est pas du tout ce bouton à ce niveau-là, c'est peut-être un champ, dans le process avant ou dans le process après qui va être intéressant. Voilà, donc ça c'est très très important dans l'ingénierie des exigences, c'est vraiment tout ce process, toute cette recherche de solutions. Donc, une fois qu'on a nos exigences de solution, là, on va passer dans les exigences système. Donc là, ça va être la recherche technique. C'est qu'est-ce que techniquement on va réellement faire. Donc, on est dans l'aspect technique, si vous voulez. Donc, il y a l'aspect fonctionnel et l'aspect technique. Donc, on va vraiment rentrer dans la réalisation de notre outil final. Et puis après, on élabore l'outil. Voilà. Et donc là, on est vraiment dans la solution et à la fin de la réalisation de notre outil. Voilà, ça c'est l'élucidation des exigences. Donc c'est pas juste on rajoute un bouton, il y a vraiment tout un process de réflexion sur quelle est la bonne solution qu'on va proposer aux utilisateurs qui correspondent réellement à leurs problématiques et puis aussi qui a un coût suffisamment abordable pour eux. Bon, c'est la petite image pour dire que l'interprétation est très difficile, donc il faut absolument que les exigences de solution soient caractérisées de manière avec un vocabulaire très, très uniforme, j'aurais tendance à dire. L'utilisateur peut, le système doit. Voilà, il faut que le vocabulaire soit un vocabulaire qui peut être à la fois compréhensible, je ne sais plus, des équipes tech et des utilisateurs finaux. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui doit être très carré. Alors que le besoin doit être identifié, pas identifié, mais doit être expliqué par l'utilisateur final avec ses propres mots, son propre glossaire. J'ai besoin de, je veux, il me faut. C'est vraiment, c'est hyper important que ce soit avec son vocabulaire parce que les vocabulaires utilisateurs et tech sont souvent très différents et quelque chose de clair pour l'un n'est pas forcément clair pour l'autre. Donc on interprète énormément. C'est vrai que le bel exemple que j'ai chez ProWeb, ça serait un chef de projet. Il y a le chef de projet au niveau de la direction commerciale et il y a le chef de projet au niveau de direction de projet. C'est le même chef de projet, sauf que suivant l'interprétation, c'est pas du tout le même rôle. Voilà, donc c'est ce genre d'interprétation qui est très importante. Un produit pour la logistique n'est pas le même produit pour un site web. Donc il faut faire très très attention à ce genre d'interprétation. Et d'ailleurs, d'où la mise en place du glossaire chez ProWeb pour vraiment comprendre le monde de ProWeb CE. Alors, encore sur l'exigence de solution, là, je suis un peu lourde là-dessus, mais c'est vrai qu'il faut vraiment comprendre quelle est la différence. C'est une exigence de solution et la description donc de ce qu'un produit doit faire et de comment il doit se comporter. Ça représente un service rendu, exprime une finalité, c'est un verbe d'action à l'infinitif.
Écrire une exigence et collecter toutes les caractéristiques des fonctions rendues par le système en termes de finalité. Comment savoir si elle est suffisamment explicite, l'exigence? Donc effectivement, elle doit être raisonnablement permettre de concevoir, construire et tester le système. Ça, c'est la partie entre guillemets évidente. Sinon, il faut lire l'exigence du point de vue du développeur ou surtout du testeur. C'est comment est-ce que le testeur il va tester. Et en général, quand on s'imagine il va faire certainement ce cas de test, ce cas de test, on réalise qu'on a peut-être oublié, on a peut-être un trou fonctionnel sur un des cas de test et ça nous permet de mieux écrire notre exigence et donc notre spec, et donc ça sera mieux réalisé pour éviter qu'il y ait des trous fonctionnels une fois qu'on a mis en prod l'exigence. Un petit dernier sur la différence entre le besoin et l'exigence. Donc une liste d'exigences, de besoins, pardon, c'est finalement avancer avec des informations imparfaites. Donc, il faut demander au métier de réfléchir à ses problèmes, à ses envies, de ne pas le faire réfléchir en solution. Il faut réussir à penser aussi à ses besoins implicites et non exprimés. Ça, c'est un peu difficile. Mais bon, c'est par exemple un téléphone portable qui ne fait pas téléphone. Ça risque d'être un problème pour l'utilisateur final. C'est un besoin complètement implicite. Et le référentiel d'exigence, lui, il va gérer la connaissance, la maîtrise du produit. Ça va permettre d'analyser les impacts, de maîtriser le projet, et puis finalement de garder les cas tests aussi en les faisant évoluer au fil de l'eau. Et ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Allez, une petite dernière quand même. Les exigences vont caractériser le produit pour répondre aux besoins ressentis par les utilisateurs. Vérification et validation des exigences. Donc la validation, c'est est-ce que c'est la bonne exigence, dans le sens est-ce que ça répond aux besoins de l'utilisateur final, du client. Vérification, c'est est-ce qu'elle est correcte. Donc là, on est plutôt sur le côté QA, quoi QA, pas forcément, cas de test strict. Donc là, ça va être, on va vraiment se poser la question si ça répond aux besoins, alors que le deuxième, c'est est-ce que ça respecte les règles de gestion. Voilà pour la partie développer les exigences. Je vais du coup passer maintenant à la partie gestion des exigences. Donc, c'est la deuxième activité de l'ingénierie des exigences. Et donc, c'est là où on va voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre référentiel d'exigence en même temps que de faire évoluer les évolutions du produit, de l'application. Dans cette gestion, on a l'identification des exigences. Il faut pouvoir identifier de manière unitaire toutes les exigences de notre référentiel pour savoir de quelle exigence on parle. Ça ne peut pas être basé juste sur le titre, il faut qu'on arrive à avoir un référentiel. Après, on a la partie traçabilité des exigences. Donc, on a différentes traçabilités, on va en parler. La gestion des impacts et le versionning. D'abord, on va parler des attributs. Donc, il y a un certain nombre d'attributs. Donc, on vient de parler de l'identification, qui est unique et persistant. Après, on peut avoir un certain nombre d'attributs. Le produit, donc le produit, ça va être la V12. Le projet, ça va être le projet sur lequel on travaille, ou les pics d'ailleurs. Dans notre cas, ce serait plutôt les pics. Un titre, une description générale, éventuellement auteur, user, workflow, etc. Donc, on a un certain nombre d'attributs. Je pense que la liste ne doit pas être exhaustive. Et puis tout n'est pas forcément obligatoire, c'est vraiment en fonction de chaque référentiel, en fonction de chaque société. Il y a différents types d'exigences qui existent. On a des exigences de type fonctionnel, de type non fonctionnel, des exigences de contrainte, d'interface. Là, c'est un petit peu pareil. En général, dans l'industrie, ils utilisent tous les types d'exigences. Dans l'informatique, on est tous un petit peu plus light sur la typologie. Bon, ça serait fonctionnel, non fonctionnel, IHM, par exemple. Ou alors sécurité aussi, ça dépend de l'importance de la sécurité au sein de la société, RGPD, tout ça. Comment est-ce que les caractéristiques donc, de l'exigence, ça doit être correct, atomique, c'est-à-dire qu'on peut pas, on peut pas mettre un bout d'exigence dans une exigence et puis finalement mettre l'autre bout dans une autre exigence. Il faut vraiment que tout soit vraiment au même endroit, parce que si on la modifie, on ne peut pas se permettre d'aller modifier, de devoir modifier d'autres exigences en même temps. Hein. Donc c'est vraiment le côté atomique, non ambigu évidemment, parce que l'interprétation, faut faire attention à cette interprétation complète, cohérente.
évalué et le côté traçable et vérifiable. Il faut pouvoir vraiment contrôler chacune des exigences. Bon, là, ne sont pas vérifiables. Hop là. Le référentiel d'exigence, quant à lui, il doit être complet, c'est-à-dire que si on fait référence dans une exigence, si on fait référence à une interface, il faut que cette interface existe, il faut qu'il soit cohérent, doté d'une structure claire, parce que plus ça grossit et plus ça devient compliqué, donc il faut absolument que la structure soit très claire, avec une arborescence logique, le plus logique possible. Modifiable et extensible. Donc modifiable, ça veut dire qu'on peut modifier le produit, les fonctionnalités qui existent aujourd'hui et qu'on va pouvoir modifier. Extensible, ça veut dire qu'on peut rajouter des bouts de fonctionnalités qui n'existaient pas. Voilà, donc ce référentiel va pouvoir vraiment gérer ces possibilités. On parlait de traçabilité. Donc ça, c'est la traçabilité horizontale. Donc on a le métier avec ses besoins, qui va en discuter avec l'analyste, qui va en sortir une liste d'exigences, c'était quoi le terme que j'ai utilisé, soit modifiable, soit extensible. Donc soit on en rajoute, soit on modifie les exigences. À partir de là, l'équipe va avoir sa liste de tâches, va pouvoir réaliser son code. Les testeurs, à partir des exigences, vont pouvoir faire évoluer leur cas de test et puis éventuellement trouver du bug sur ce qui a été réalisé. Là, on en sort les versions de l'application qui est éventuellement déployée par l'équipe de prod ou déployée directement par les équipes. C'est en production, le produit est utilisé par le métier. Voilà, donc là, on a une belle traçabilité. Suivant les outils, on peut faire cette traçabilité de bout en bout. Par exemple, quand je travaillais avec Azure DevOps, il y avait vraiment toute cette suite ALM et on pouvait prendre n'importe quel cas de test, tirer sur le cas de test, avoir le code associé, l'exigence associée, le besoin. Il y avait vraiment tout était vraiment dans le même produit. Donc c'est vrai qu'il y avait un côté très pratique, surtout pour avoir des rapports et des graphes à la volée, parce que forcément, quand tout est dans le même outil, c'est toujours plus facile. On va terminer sur la gestion des impacts. Donc là, on va pouvoir utiliser cette traçabilité verticale où on va avoir des liens entre les exigences. Par exemple, on a une interface où on va cliquer sur un bouton. Ben, qu'est-ce qui se passe derrière le bouton? Ben, on appelle une autre exigence technique, pour le coup, qui va appeler une API. Et bon, très bien, ben, qu'est-ce que je donne qu'est-ce que je donne en sortie et qu'est-ce que l'autre prend en entrée et vice-versa, qu'est-ce que l'API rend et qu'est-ce que l'interface va récupérer. Donc il y a vraiment tout ce concept de lien entre les exigences qui vont permettre de faire cette gestion des impacts et se dire si on modifie cette interface, attention parce que peut-être, ou plutôt si on modifie cette API, attention parce que si on rajoute un paramètre, ça va peut-être impacter l'interface d'avant. Voilà, donc ce référentiel d'exigence va permettre de faire ces analyses d'impact et donc on ne sera pas, voilà, donc, il y a différentes techniques d'analyse, mais ce côté traçabilité, dépendance vont permettre d'aider les product owners en l'occurrence à bien gérer les impacts potentiels qu'il peut y avoir dans le produit. Au niveau versionning, en général, on va gérer les évolutions donc, dans le référentiel de cette manière-là. Donc là, on a une exigence qui serait, je sais pas, ajoutée au panier, imaginons, qui est en production aujourd'hui et elle a été en production via la V1 de l'application. Et on souhaite modifier, faire une évolution sur cette exigence, donc on la double. En la doublant, ça va permettre de faire un copier-coller finalement on la clone, hein, donc on va avoir tout le contenu de la description de cette exigence. Ça va permettre de garder les liens avec les cas de test. On connaît du coup la version d'avant et la version d'après. On ajoute l'évolution de cette exigence dans la nouvelle, on ajoute l'évolution, bon, peut-être en couleur pour voir un petit peu la différence. Et une fois que cette deuxième exigence qui donc évoluée par la version 2 de l'application, eh bien, on va switcher, c'est elle qui va être en prod, donc on va retirer la couleur, et l'ancienne sera clôturée. Et donc, ça nous permet d'avoir systématiquement un référentiel d'exigence à jour par rapport au produit qui est actuellement en production.
Voilà, donc ça, c'est le grand intérêt, c'est d'avoir vraiment ce côté documentation complètement à jour. Donc, comme bon, il y a quand même beaucoup d'avantages à mettre en place un référentiel d'exigence, c'est de garder la maîtrise de ces outils, du SI, parce qu'on peut faire vraiment des liens à travers un SI, une application qui parle à une autre application, on peut vraiment relier les exigences pour permettre une traçabilité propre. Ça permet donc de pérenniser les specs, je crois que vous l'avez bien compris, analyser les impacts d'un outil, connaître les évolutions de chaque fonctionnalité de chaque version. Si on met en place au côté, à chaque fois qu'on fait évoluer une exigence, on l'associe au projet ou à la version, bah, du coup on sait exactement ce qui a été modifié dans chaque version. Ça permet aussi une meilleure intégration des collaborateurs parce qu'ils ont une doc à jour qu'ils peuvent aller consulter sans forcément demander à ses nouveaux copains. Ça facilite les refontes graphiques ou techniques, puisque du coup, on n'a pas ce côté dans l'aspect que bah, c'est isoprod, il y a juste l'HTML qui change. Bah, non, on a vraiment là, on a des exigences IHM, donc c'est toutes ces exigences qu'on va faire évoluer. Par contre, tout ce qui est règles de gestion, tout ce qui est API, tout ça, ça change pas. Et donc, ça permet de bien faciliter une refonte. Et ça, je peux vous dire que d'expérience, ça vaut vraiment le coup, rien que pour ça. Ça facilite aussi les évolutions d'une application mobile parce que quand on doit refondre toute l'application parce qu'elle elle est plus acceptée, bah, ça permet d'avoir directement toutes les specs et de pas avoir à se faire une belle rétro-ingénierie de tout le contenu pour savoir comment ça fonctionnait avant. Et ça permet aussi d'améliorer la stratégie des tests. Voilà pour la première partie. Maintenant, on va voir un petit peu. Ok, alors là, ça ressemble quand même vachement à du cycle en V. C'est vrai que j'ai peu parlé de rôle d'agiliste, on va dire. Euh, ok, alors, bon, comment est-ce qu'on met ça dans l'organisation si on veut être en agile, en fait. Donc, en cycle en V on a ce métier qui discute avec le business analyst, qui lui va chercher à comprendre les process métiers, qui va donc établir l'expression de besoin, qui va le donner à l'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle va travailler sur l'aspect général, puis l'aspect détaillé. En parallèle, va pouvoir développer ses exigences, gérer ses exigences dans son référentiel d'exigence. Puis, l'équipe va réaliser l'application et la qualif va pouvoir travailler sur ces cas de test. Donc ça, c'est en cycle en V, avec une gestion d'exigence. En cycle agile, sans gestion d'exigence, c'est complètement raccourci. On a le métier qui parle direct avec le product owner. Le product owner, il a une liste d'items, donc un backlog d'items, et puis à partir de là, l'équipe va pouvoir réaliser. Donc réaliser, c'est développer puis tester l'application, puis ça repart fait le métier, puis on repart avec ce backlog d'items, la réalisation et les cas tests. Alors du coup, la question, Sophie, ok, alors comment est-ce qu'on aligne les deux? Bah, c'est clairement pas facile, ça je vous l'accorde. Puisque finalement, l'expression de besoin, les SFG et les SFD, pouf, tout se retrouve dans le backlog d'items. Ah, pas de jaloux. Et c'est là la plus grosse complexité pour vous, product owner, c'est qu'il y a une gestion à l'intérieur de choux et de carottes qui est très complexe finalement à travailler. Et du coup, c'est pour ça souvent que les métiers sont amenés après à plus réfléchir en solutions qu'en besoin parce qu'il y a cet amalgame à l'intérieur du backlog qui mélange un petit peu les deux. Voilà, mais alors, pour le coup, il n'y a pas du tout d'histoire de référentiel d'exigence. Donc, si on imagine un cycle agile avec une gestion des exigences, bah, ça serait du domaine du product owner. Il gère son backlog d'items et puis le référentiel d'exigence en parallèle. Un petit cas pratique, histoire de comprendre un petit peu tout le charabia que j'ai sorti. Donc, un exemple de backlog de produit.
Donc, on a recommandé à un ami, découvrir les listes de vente de voyages, accéder au nouvel espace voyage, refactoring de la barre de nav, sélectionner un voyage, payer un voyage, s'inscrire à la nouvelle newsletter de voyage. Voilà, donc ça, c'est notre backlog d'items. À l'intérieur de ce backlog d'items, on va, le product owner, accompagné donc des parties prenantes, va identifier des business values. C'est le côté business, combien cette fonctionnalité, si on la met en prod, va nous rapporter. Est-ce que c'est important ou pas important? Par exemple, le refactoring de la barre de nav, quelque part, le PO, il s'en fiche. C'est un truc technique, c'est pas son problème. Donc lui, sa business value, elle est à 0. Et les story points, donc ça, c'est la complexité technique qui a été estimée donc, par l'équipe de réalisation, est à côté. Donc après, en faisant le ratio entre les deux, on a finalement ce ROI opérationnel, et tout ce qui est grand, finalement, a beaucoup de ROI, et donc ça pourrait devenir prioritaire. Par exemple, ici, ça serait découvrir la liste des ventes de voyages. Il y a une business value très forte, et puis finalement, la complexité technique n'est pas tant élevée que ça, donc, par défaut, ça devient prioritaire. Voilà, donc on peut calculer notre priorisation de backlog de cette manière-là. Plus ça rapporte et moins ça coûte cher, et plus intéressant à développer en premier. C'est vraiment ce côté ROI opérationnel. Voilà, donc on a la priorité. Donc maintenant, en fonction de la vélocité de l'équipe, on va pouvoir sélectionner ce qu'il y a dans les sprint 1, sprint 2, etc. Maintenant, au référentiel d'exigence, comment ça se voit? On a vu le backlog de produits, maintenant au niveau référentiel. Donc là, on a différentes exigences. Donc on a cette traçabilité verticale avec une arborescence claire pour pouvoir ranger finalement nos exigences filles. Donc on a des exigences mère, grand-mère, etc. Puis après on a les exigences filles tout en bout je sais pas, tout en bout. Bref, vous avez compris. Donc là, la première, c'est acheter des produits de grandes marques dans tous les domaines à des tarifs préférentiels. À l'intérieur, on a des sous-exigences, mais qui sont également des exigences mères. Donc on a par exemple s'inscrire sur le site de e-commerce, se connecter, gérer mes alertes et mes paramètres, découvrir l'offre du site, gérer son panier, acheter le contenu de son panier, recruter des membres. Et puis, on rentre encore à l'intérieur. Donc là, par exemple, on est rentré à l'intérieur de gérer mes alertes et mes paramètres. En dessous, il y a 2 filles. Et puis en dessous d'une des filles, il y a 2 exigences encore filles. Et là, ce sont les dernières. Donc les dernières, on a présenté mes paramètres d'inscription de newsletter. Donc là, on a vraiment à l'intérieur du contenu réel de c'est quoi présenter mes paramètres d'inscription. Et pareil pour enregistrer mes paramètres d'inscription au newsletter. C'est vraiment là où on aura du contenu de spécification. Voilà à quoi ressemble à peu près un référentiel d'exigence. Donc, ça s'ouvre et puis après, on a vraiment toute la spec. Cas pratique maintenant sur cette gestion des exigences. Donc la gestion, c'est comment est-ce qu'on va gérer quand on a un nouvel item, comment ça va se modifier dans notre référentiel. Donc là, exemple, on a l'item, s'inscrire à la nouvelle newsletter de voyage. Donc il faisait partie des priorités. Voilà, très bien. Maintenant, qu'est-ce que ça donne dans notre référentiel d'exigence? Donc on a à l'intérieur de gérer mes paramètres, on avait deux filles qui s'étaient présentées mes paramètres d'inscription, enregistré mes paramètres d'inscription newsletter, donc dit, ah bah tiens, si on doit s'inscrire à une nouvelle newsletter, on va devoir modifier ces deux exigences-là. Et puis, grâce à notre gestion d'impact, on avait fait une liaison avec une autre exigence qui s'appelait valider son inscription au site. Parce que finalement, quand on valide l'inscription au site d'un nouveau membre, on va l'inscrire ou pas par défaut à la newsletter de voyage. Et donc, du coup, cette exigence est également impactée par l'item s'inscrire à la nouvelle newsletter de voyage. Donc, il y a 3 exigences qui vont être impactées. Et donc, dans la gestion du versionning, comme on l'a vu tout à l'heure, on a donc validé son inscription au site. Bon, c'est pas du tout le même exemple que j'ai pris, super Sophie, mais c'est pas grave, vous avez compris.
la version initiale, la version voyage. Ah, mais si, c'était ça en plus. Valider son inscription au site, donc version initiale. Le voyage, ça nous fait rajouter l'inscription par défaut à la newsletter de voyage. Donc, on la met en new. Les deux, on les relie histoire de bien comprendre. Et puis, une fois que notre projet, notre épique voyage est mis en prod, on inverse. Il y en a une qui est en prod et l'autre qui est clôturée. Et du coup, on se retrouve avec un référentiel d'exigence à jour à l'outil qui est déployé. Alors, petit leitmotiv, je suis où? Ah, bah, ça va, je vais pouvoir respirer. Alors, petit leitmotiv notamment de mon leitmotiv à moi, c'est le backlog s'envole, puisqu'on a vraiment ce côté post-it qui s'envole et qu'on peut difficilement garder pour avoir une documentation propre, et le référentiel reste. Voilà, donc ça c'est le leitmotiv. Alors, est-ce que je réponds à des petites questions maintenant ou je termine? Oh, je termine, j'ai quasiment fini. Qu'est-ce que ça pourrait donner chez ProWeb? Donc ça, c'est une excellente question. Le POC emailing qui est en cours, on est dans le deuxième sprint actuellement avec l'équipe Mirodine. Donc ce POC permet aussi, donc c'est un POC technique hein, globalement, mais ça permet aussi de faire ce test méthodologie. Donc le but c'est de voir si c'est possible de mettre en place un référentiel d'exigence parce que on a tous compris. Tous maintenant avons compris l'intérêt d'avoir ce référentiel. Mais après, c'est comment est-ce qu'on le gère parce qu'il ne faut pas non plus que ça alourdisse le, les process. Là, pour le coup, je vais prendre ma casquette de coach agile. Il est hors de question d'alourdir tout ça, puisque le but de cette mise en place, c'est justement d'avoir cette maîtrise produit. Donc, au début, ça va forcément avoir un peu plus, il y aura forcément un petit peu plus de travail pour chacun parce que c'est nouveau et qu'il faut le mettre en place, etc. Ah oui, d'ailleurs, je dis, on ne va pas le mettre en place sur les vieux produits. On en parle pas du tout. Là, pour le moment, on fait un POC pour voir comment ça peut être mis en place sur les nouveaux produits. Donc, il faut que je rassure tout le monde. Voilà, donc déjà, on teste, puis après, on verra. Je ne sais plus ce que je voulais dire, ben, on va voir ce que ça donne, en fait. Allons-y directement. Alors... Alors là, c'est le superbe espace agilité. C'est pas là qu'on va. Voilà, donc dans l'espace La Fabrique, qui est l'espace actuel du POC emailing, il y a ici sur la gauche un lien référentiel d'exigence et à l'intérieur, on a géré ses campagnes d'emailing. Donc, c'est le POC actuel. Et donc, dans cette exigence mère, aujourd'hui, nous avons cinq exigences filles. Lister l'historique des campagnes d'emailing, historiser les campagnes d'emailing, lister les OD d'un client, saisir... Bon, bref, voilà. Donc, c'est le POC actuel d'emailing, donc qui est réalisé par l'équipe Mirodine. Et si on va à l'intérieur de cette exigence fille, eh bien on va surgir en fait, et on est dans un nouveau ticket de type exigence. Voilà, donc c'est un test, il faut voir comment le test aboutit par la suite, à la suite des deux sprints. Donc on a le contenu de la spécification, on a une description générale, et puis, alors évidemment, je n'ai pas pris le bon exemple, ou alors ça a été changé. On peut relier ici avec d'autres tickets. Donc ça peut être donc Fab 10, ça doit être la tâche, donc c'est soit une tâche, soit une user story qui modifie donc l'exigence. Donc aujourd'hui, cette exigence technique a été modifiée par la tâche historisation de l'envoi des emails.
Et en fait, chacune des exigences a été modifiée par une ou plusieurs stories. Donc story, ça peut être technique, tâche, ou story, user story, récit. Et puis après, on peut avoir le lien avec les cas de tests ou les suites de tests. Ça, c'est un test qu'on est en train de faire aujourd'hui avec l'équipe, la guilde qualité, pour voir si on peut, au lieu de mettre tous les cas de tests un à un, les relier directement avec une suite de tests qui correspond donc au contenu de notre exigence fille. Et donc, ça permettra par la suite au QA de pouvoir retravailler des cas de tests qu'ils ont déjà travaillés et de ne modifier que la différence entre le avant projet et après projet. Donc voilà, c'est quelque chose qui normalement doit simplifier la vie de tout le monde, à voir comment ça se passe dans Jira et si cette gestion de référentiel est possible et accessible par tous. Voilà pour le petit exemple. Donc forcément, bah, quand on est là, hop là, on a le lien également ici vers vers l'exigence. Voilà, voilou pour moi. Bon, j'ai été vite, mais tellement vite que finalement je suis à l'heure. Comme d'hab. Est-ce que vous avez des questions? Salut Sophie. Bonjour. Merci pour la presse. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, reprendre le slide là où il y avait le tableau avec le ROI, les story points et le business value, s'il te plaît? Yes. Alors... Non, celui d'après avec la priorité. Oui, donc là, je voulais savoir justement pour les éléments techniques, comment on pourrait les prioriser. Justement, sur ton tableau, là, il a prio 5, malgré qu'il y a 2 items juste après qui avaient un ROI plus important. Tu as raison, j'ai oublié de le dire. J'ai fait l'intro, mais et bien là, c'est la discussion avec l'équipe. Ouais, c'est l'équipe qui doit défendre sa tâche, et qui doit expliquer l'importance de faire ce refacto de la barre de nav en l'occurrence, parce que du coup ça va dégrader la barre de navigation, parce que pour mettre le bouton voyage, on va être obligé de faire des évols et que voilà, et que c'est quelque chose d'important. Donc c'est l'équipe qui doit défendre l'importance de la tâche par rapport à une US. Ok, super. Merci. Avec plaisir. Et c'est le PO qui décide à la fin. Yes. Une autre question? Ne me dites pas que j'ai été claire à ce point. Ou alors je vous ai tous endormis. Oh, en fait, je suis toute seule. Non, non, je te rassure. Est-ce qu'il y a une autre question pour Sophie? Okay. Eh bien, visiblement, tu as été clair. Oui, Bon, j'en profite. Profite, vu qu'il n'y a pas d'autres questions. Bon, un sujet peut-être qui n'a pas de relation avec le sujet en cours, mais justement concernant les business value. Donc moi, je gère des ateliers de priorisation avec les parties prenantes. Donc je suis en contact avec plusieurs directions et généralement on fait, on regarde les sujets. On regarde les épiques en gros. Pour les business value, généralement, on a les business value pour les pics en général et on l'a pas pour les US. Donc, ma question, est-ce que je dois à chaque fois, lorsque je rédige les US liés à une épique, revenir vers le métier pour leur demander le business value ou bien je peux utiliser le business value de l'épique pour le mettre sur les US? Alors, je sais, c'est marrant parce qu'on en a discuté il n'y a pas longtemps avec Cédric et François. En fait,
vos épiques, elles ont l'air assez petites, je crois. Ouf, ouais, bon, pas toujours, Alors, mais bon, j'aurais tendance à dire ça dépend de la taille de l'épique. Parce que si l'épique est. C'est un peu. Comment dire, si l'épique est déjà claire, vous savez déjà où vous allez, vous savez que ça va prendre un sprint ou deux, il n'y a pas de raison pour aller à l'intérieur de chaque récit. Par contre, si c'est un épique qui est costaud, qui va durer quelques sprints, là, ça commence à être intéressant pour mettre en place la business value pour pouvoir finalement soit sortir quelques stories qui finalement n'ont pas d'intérêt parce qu'elles coûtent cher et elles ne rapportent pas grand-chose, soit pour discuter finalement. Ça permet aussi de discuter avec l'équipe, de dire voilà, c'est un truc hyper important et ça a été, je sais pas, comptabilisé là, à 13, parce que dans mon tableau, le 13, c'est le maximum. Peut-être que du coup, il peut y avoir une discussion avec l'équipe en disant, attendez, moi, effectivement, ça a l'air très important pour toi. Nous, c'est compliqué à faire. Par contre, on peut te proposer un truc dégradé pour moins cher. Et là, du coup, il y a cette possibilité de discussion qui n'y a pas forcément quand l'équipe ne connaît pas la business value. Ok, donc en gros, si l'épique elle est petite, on va mettre la business value sur l'épique, et si il y a plusieurs sujets à prioriser dans l'épique, il faut revenir vers le métier. Ok, c'est clair. Après, voilà. Après, c'est pas une règle en soi. Attention, là, je réponds sans avoir forcément les épiques sous le nez, etc. En fait, faut le faire en bonne intelligence. Faut pas perdre du temps. Le but n'est pas de Oui. dire, ah, tiens, Sophie a dit de mettre la business value, on va mettre la business value, et si c'est pas utile, c'est pas grave. Voilà, il faut le faire en bonne intelligence. Si c'est utile, on le fait. Si ça ne l'est pas, on le fait. L'important, effectivement, c'est d'apporter le plus de valeur quand tu as des gros projets au début. Et donc, c'est dans ce cas-là où tu pourrais avoir à mettre des business value dans les US, en plus de mettre dans les épiques, du coup. Quand c'est des petits sujets, finalement, tu as tout de suite la valeur qui arrive au produit dans le sujet au global, et tu n'as pas forcément besoin de descendre au niveau de l'US. D'accord. Ok. On va en discuter prochainement un peu plus sur tout ce qui est business value et key result. C'est en travail à la guilde. Top. Merci. En accord avec la guilde produit, évidemment. D'autres questions? Oui, moi j'ai une question par rapport à la suite de tests qu'on doit créer côté QA. Est-ce que c'est créé par sprint, ou comment on peut créer les suites de tests? Alors, moi, je peux te répondre par rapport à mon expérience professionnelle d'avant. Je ne peux pas te répondre sur ce qui va se passer chez ProWeb, étant donné que là, on est en test et que du coup, qui dit test dit on ne sait pas quoi. Par contre, dans mon expérience, ma précédente expérience, on ne faisait pas appel aux suites de tests, c'était les testeurs travaillaient directement leur cas de test dans les exigences. D'accord. D'accord, ok. Merci. Une autre question? Oui, coucou. Sous combien de temps on peut s'attendre à avoir un petit peu des retours justement de vos tests avec Mirodin, etc. Par rapport au référentiel? Ouais, au référentiel, comment ça s'est passé, comment l'équipe s'est sentie par rapport à tout ça et tout. On est en plein dedans, en fait. Je suis en train de te faire mon Rex. Ouais, je sais, mais là ils sont en train de le vivre. Peut-être qu'ils vont faire un retour Alors, derrière. Comment ils l'ont vécu. plus ou moins parce qu'on n'a pas encore résolu cette histoire de suite de tests et de cas de tests. Donc, dès qu'on aura résolu ça, on va pouvoir, donc on est un peu en retard, ils vont plus vite que nous, on va pouvoir tester l'évolution du référentiel par rapport au sprint en cours.
Ok, donc ouais, d'ici 10 jours. On est un peu en retard là, pour le coup. Ah, bah, c'est cool, c'est pas mal. Mais voilà, dès qu'on aura résolu cette histoire de comment rattacher les tests, déjà, on pourra passer à l'étape suivante de comment est-ce qu'on peut faire évoluer le côté identification, comment est-ce qu'on fait évoluer l'exigence, parce qu'on ne sait pas si on va on ne sait pas si on duplique l'exigence comme j'avais pu le faire dans mon ancienne boîte, ou si on met ça au même endroit, comme c'est dans Confluence. C'est encore un peu. C'est encore un peu vague et je sais qu'il existe des comment on appelle ça, des add-ins de Jira qui pourraient peut-être nous aider là-dessus. Et c'est vrai que comme je ne connais pas Jira, ça pose pas mal de problèmes. Ok, merci. Bon, tout le monde veut passer à la mise en place d'un référentiel? Ceci dit, Florian, peut-être, je ne sais pas si tu as un mot à dire. Moi, de mon point de vue, non. Bon, merci tout le monde alors. Et puis bonne journée. Merci. Merci. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Merci. Merci. Merci.